Chers élèves de première AG GSP, bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel sur la démocratie, le thème que vous étudiez. Pensez la démocratie, démocratie directe, démocratie représentative, c'est le thème de ce second tutoriel. Donc tout d'abord, définissons les termes de cet axe-là. Donc la démocratie, on l'a déjà défini en introduction, c'est tout simplement un régime politique dans lequel il y a à la fois des libertés individuelles qui sont garanties, de penser, de voter, d'expression, et un choix du peuple qui est fait quant aux décisions politiques et au vote des lois. Donc Demos Kratos, le peuple au pouvoir. Sauf que pour la mettre en application, il y a deux grands modèles qui existent, la démocratie directe et la démocratie représentative. La démocratie directe est tout simplement le style de démocratie dans lequel le peuple vote directement les lois. C'est le modèle athénien, le modèle suisse également, dans lequel les lois sont soumises au vote du peuple, par référendum, par votation ou par consultation, selon les noms qu'on peut donner. La démocratie représentative est un autre système. C'est un système dans lequel les électeurs délèguent le pouvoir de voter la loi à d'autres individus qui seront des députés, des sénateurs, des maires, des conseillers municipaux, d'autres représentants. Ces deux systèmes sont donc, on peut le dire, antinomiques. Ça veut dire qu'ils sont contraires l'un à l'autre. Cependant, nos différents systèmes politiques, qui est aussi bien en France qu'en Suisse, qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis, sont en général des mix. Si la démocratie représentative est devenue au XXIe siècle le modèle majoritaire, ce n'est pas le seul modèle, et des modèles de démocratie directe existent encore, comme le modèle suisse avec la votation, par exemple, mais également le modèle du référendum français, et qui est remis au goût du jour dans l'élection présidentielle, Marine Le Pen qui dit qu'elle veut consulter par référendum, ou même les Gilets jaunes qui demandent un référendum d'initiative citoyenne, le célèbre RIC que vous voyez tagué sur les murs. Alors maintenant, présentons extrêmement rapidement deux modèles actuels de démocratie représentative et de démocratie directe. Démocratie directe, la Suisse, les votations, deux types, soit il y a un référendum, c'est-à-dire qu'une loi qui a été votée par la démocratie représentative, à savoir le Conseil fédéral, est soumise à la votation du peuple, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un référendum ou une votation. Le peuple dit oui ou non. Et cela à trois échelons, à l'échelon de la commune, à l'échelon du canton ou à l'échelon national. Et enfin, l'initiative, là c'est un autre type de démocratie représentative, c'est que le peuple décide d'une loi. Par exemple, un groupe d'associations écologistes décide est-ce qu'on veut interdire les pesticides. Et là, l'initiative est mise au vote de tous les citoyens. Et si jamais elle est acceptée, le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, doit mettre en application la loi votée par les citoyens. Ça, c'est une démocratie directe, la Suisse, mais comme vous le voyez, il y a aussi en Suisse une démocratie représentative. Dans le monde, la Suisse est un des seuls modèles de démocratie directe qui existe. La démocratie représentative, c'est tout simplement le modèle que nous connaissons nous, dans lequel on élit des députés. Alors là, il y a plein de modèles différents dans le monde. Il y a les monarchies parlementaires à l'anglaise, il y a les systèmes quasiment présidentiels comme la France, où dans lequel le Parlement certes vote les lois mais est très soumis au pouvoir exécutif. Là il y a différents modèles politiques de démocratie représentative, on y reviendra. Alors dans l'histoire du monde, et principalement de l'Europe et plus simplement dans l'histoire de la démocratie, on a changé d'idéal. Dans l'Antiquité, la démocratie directe était l'idéal. C'était la cité dans laquelle les citoyens devaient s'impliquer dans la cité et finalement le pouvoir de vote et donc de vote de la loi incitait les citoyens à la participation démocratique puisque l'idéal c'était le citoyen militaire qui défend sa cité, qui à Athènes fait les phébis et ensuite fait l'armée et du coup ce citoyen a le pouvoir de vote et donc le pouvoir de loi dans la cité, mais c'est un travail être citoyen. Il faut aller à l'ecclésia et il faut s'intéresser à la vie de la cité. Et donc c'est des droits, mais aussi beaucoup de devoirs. Or, on en conviendra que dans nos démocraties libérales, et avec l'apparition du libéralisme au XIXe siècle, la démocratie n'est plus conçue comme un pouvoir de décision du citoyen, mais comme une marge de liberté, un système dans lequel les citoyens aient beaucoup de liberté. Et cet investissement du citoyen s'est perdu, et les démocraties directes ont laissé leur place au XXe siècle à essentiellement des démocraties représentatives. On se demandera donc, dans ce tutoriel, comment a émergé la démocratie représentative dans l'histoire, et pourquoi les contingences des systèmes politiques, et notamment des États-nations, ont rendu le système de démocratie représentative extrêmement attractif. Premier point, la démocratie directe et son invention dans l'Antiquité. En effet,
les premiers modèles de démocratie qui ont émergé étaient les modèles de démocratie directe, parce qu'ils répondaient aux contingences et aux besoins de la cité. En effet, la démocratie dans la Grèce antique, c'est la démocratie de la cité. Et elle se crée au 5e siècle avant Jésus-Christ, vers moins 510, avec les réformes de Clisthène à Athènes. Athènes, une cité importante en Grèce de 400 000 habitants, qui a un territoire relativement important de 2500 km², qui est une grande cité pour la Grèce antique, mais qui va inventer un modèle politique, la démocratie. D'ailleurs, c'est pour ça que dans vos cours d'histoire, vous étudiez beaucoup plus Athènes, qui est une démocratie, que Sparte, alors que bon, à la fin, c'est Sparte qui a niqué Athènes. Mais bon, c'est pas grave, on n'oubliera pas, on oubliera ce passage. Et donc, Athènes crée la démocratie pour des besoins tout simplement militaires. En effet, il faut faire adhérer le peuple aux décisions des stratèges, et l'Ecclésia, assemblée populaire qui se réunit sur la colline de Apnix, va acquérir un grand intérêt puisque les citoyens devront approuver à main levée la décision du stratège de l'attaque ou de la défense de la cité. Mais également, les citoyens ayant l'isonomie, l'égalité de droit, ils se sentent totalement légitimes dans la cité à prendre des décisions, et donc ils ont aussi un fort devoir envers la cité, vu que c'est eux qui prennent les décisions, et cela encourage la participation militaire, et notamment, cela connaîtra un grand succès dans les deux grandes victoires que connaîtra Athènes, à Marathon et à Salonique, où l'armée des hoplites athénienne s'investira massivement et battra les armées de Xerxès et de Darius, qui tentent de mettre la main sur la Grèce. C'est bien sûr les armées perses auxquelles je fais référence. Alors maintenant, parlons un peu de cette démocratie athénienne, cette démocratie du citoyen. La démocratie athénienne est une démocratie directe, dans laquelle les citoyens participent activement et ont un nombre de devoirs énorme. Tout d'abord, les citoyens, dans leur formation de citoyen, ne peuvent être citoyens qu'après avoir effectué leur éphébie, qui est l'équivalent d'un service militaire, et à partir de cela, ils devront défendre la cité, donc une fois qu'ils ont fait leur éphébie. Ensuite, à partir de cela, les citoyens doivent respecter les lois de la cité. Sinon, ils peuvent être frappés d'athymie, c'est-à-dire ils perdent leurs droits, et cela peut être fait lors d'une assemblée ou alors du tribunal lailier qui peut les faire souffrir d'athymie. Et c'est une grande perte d'honneur que de souffrir d'athymie, donc de perdre sa citoyenneté, mais pire que ça, le citoyen, et notamment principalement les magistrats, peuvent être ostracisés, et c'est-à-dire que l'ostracisme va conduire à leur exclusion de la cité pour une durée de 10 années, et ça va permettre d'avoir pour les citoyens un contrôle des décisions des magistrats, mais aussi de leur probité. Enfin, les institutions athéniennes se traduisent non pas seulement par le vote, mais par le tirage au sort. L'isonomie, donc l'égalité des citoyens, peut permettre à tous les citoyens de faire partie de la boulée, donc de devenir bouleute, et donc de préparer les lois, de préparer les budgets, de vérifier les dépenses de la cité, et donc de participer au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif dans la cité, et cela pour permettre la démocratie. La participation des citoyens à Athènes est coûteuse. 40 fois par an, l'Ecclésia se réunit sur la colline de Apnix, les 500 conseillers de la boulée sont tirés au sort, mais et également les 6000 juges pour les tribunaux, ce qui donne du travail. Mais si jamais vous êtes tiré au sort, vous recevez au total ça fait 700 magistrats, si jamais vous êtes tiré au sort, vous recevez le mistos, qui est une indemnité qui permet aux citoyens athéniens de participer à la démocratie. Enfin, la démocratie athénienne, c'est surtout l'invention du débat oratoire, avec les grands, ceux que Socrate appellera les sophistes, qui haranguent la foule de leur démagogie. Tous ces mots-là, qui sont les grands mots de la démocratie, nous viennent des Grecs. Des mots démagogues, celui qui manipule le peuple, sophiste, lui qui fait des fausses rhétoriques, celui qui va faire de fausses évidences. Tous ces mots-là, qui sont les mots de débat démocratique, nous viennent des Grecs, parce que les Grecs ont inventé ce débat démocratique, et l'agora, la place publique, servait de lieu d'expression à cet art oratoire, le théâtre également qui est utilisé pour cette démocratie. Donc la démocratie directe est inventée dans l'Antiquité pour les besoins de la cité. À ce titre, je suis obligé de parler de l'autre grande démocratie antique qui a réussi, à savoir Rome, puisque Rome était une démocratie. Alors, Rome était une démocratie moins directe, moins parfaite qu'Athènes, selon le sens qu'on a de la démocratie, puisque à Rome, la notion d'isonomie n'existe pas. En effet, les citoyens sont classés par classe, et le pouvoir de vote aux comices, les comices qui sont les assemblées, sont relatives au nombre d'impôts payables ou payés à la fortune finalement des citoyens. Et en plus, parmi les citoyens, les plébéiens, donc c'est-à-dire les familles originaires de Rome, ont également des privilèges
dans les droits de la démocratie romaine. Il n'empêche que à Rome, au comice, les citoyens votent, les magistrats sont élus, que le cursus honorum, donc c'est-à-dire la carrière des honneurs, permet aux magistrats d'acquérir des postes, mais également d'être contrôlés par une assemblée de sages, qui est le Sénat. Sénat qui va délivrer des imperium, Sénat dans lequel les gens sont nommés par un un censeur, excusez-moi, censeur qui va permettre aux différents magistrats d'être nommés à vie au Sénat. Et donc c'est une démocratie conservatrice, Rome, dans laquelle le Sénat contrôle les différents magistrats, mais il n'empêche qu'il y a des instances démocratiques et on discute. Ce n'est pas une aristocratie, bien que ce soit une forme de démocratie aristocratique, puisque ce sont les meilleurs qui dirigent. Ce n'est pas une oligarchie dans laquelle ce sont les plus riches, mais tout le monde, et même le tribun de la plèbe, qui est élu par le peuple, a un pouvoir de censure de certaines lois et de certaines dépenses. D'ailleurs, César, pendant la guerre civile, fera bien attention à ce que le tribun de la plèbe soit en sa faveur pour contrôler la populace romaine. Donc, cette démocratie romaine a connu un très grand succès, puisqu'elle a conquis toute la Méditerranée, mais également qu'elle a diffusé le modèle de la démocratie citoyenne dans l'ensemble des colonies, qui étaient créées par les vétérans romains, mais également par les villes qui voulaient acquérir le droit de cité, donc la citoyenneté romaine. Donc, par exemple, la table Claudine à Lyon, quand les Lyonnais acquièrent l'institution romaine, ils acquièrent ces institutions romaines, mais bien et ce semblant de démocratie, ces institutions-là. Donc la démocratie antique, c'est le modèle du citoyen, mais qui est aussi un citoyen privilégié, et c'est un privilège d'être citoyen, puisque ce sont ceux qui dirigent la cité. Alors bien sûr, et là nous allons en arriver aux limites de cette démocratie, le privilège c'est un homme originaire de la cité, donc pas un métèque, pas un étranger, ou un pérégrin, ou pas un pérégrin chez les Romains. Et c'est un citoyen qui également un militaire, et donc les femmes sont exclues, les esclaves qui sont nombreux dans l'Antiquité sont exclus, les enfants bien sûr sont exclus, et les métèques, donc ou les pérégrins, sont exclus. Donc c'est une démocratie qui est également extrêmement critiquée par ses opposants, parce que c'est une démocratie qui est démagogique, donc on connaît bien sûr les célèbres critiques de Platon, de Socrate, mais également des autres philosophes grecs, et qui vont avoir tendance à moquer ces modèles démocratiques. Néanmoins, quand la démocratie reviendra, à savoir au XVIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y aura eu un modèle, il y aura eu un précédent. C'était la démocratie antique. Second point, l'invention de la démocratie représentative et son succès. Comme beaucoup de choses dans le monde, les anglo-saxons ont créé. La démocratie représentative est aussi une réalité de nos amis anglais. En effet, les Anglais avaient depuis longtemps un parlement qui votait les impôts. Mais après la première révolution, qui est la guerre civile anglaise, qui a lieu au début du XVIIe siècle entre le roi Charles Ier et le Parlement, le roi Charles Ier est décapité et une république est mise en place avec le célèbre Olivier Cromwell. Bon, cette république n'avance pas beaucoup les choses, sinon ce n'est que le Parlement a effectivement le pouvoir. Le Parlement anglais, la House of Commons, la Chambre des communes en français, se compose d'élus par les comtés, donc les comtés qui sont à la fois les campagnes, mais également les élus des bourgeois. Donc le vote est censitaire, et les parlementaires anglais, bien sûr, le vote est masculin, bien sûr, et les parlementaires anglais discutent dans cette première république des lois, bien que ce soit une dictature cromwellienne en réalité. Finalement, les Stuarts reviennent au pouvoir, et Charles II Stuart, et ensuite son successeur Jacques II, mène une politique dans laquelle le Parlement a des pouvoirs qui se renforcent progressivement, avec en 1679 l'habeas corpus, qui limite considérablement les pouvoirs judiciaires du souverain, mais c'est surtout en 1688 la Glorieuse Révolution qui se déclenche. Bon, la Glorieuse Révolution, je vous la fais rapide, c'est en gros, ils étaient plus d'accord sur des questions religieuses, et ils ne voulaient pas de la tolérance religieuse voulue par Jacques II, les puritains du Parlement, et les puritains du Parlement avaient peur de Jacques II parce qu'il était catholique, en fait, en réalité, tout le monde le savait, et du coup, et surtout l'héritier du trône devenait un catholique, et du coup, par conséquent, ils ont soutenu Guillaume d'Orange et Marie Stuart, et du coup, Marie Stuart, elle revient avec Guillaume d'Orange dans les valises, et quand ils reviennent, ils sont obligés d'accepter le célèbre texte qui est la Bill of Rights, la Déclaration des droits, et dans cette Déclaration des droits, les pouvoirs du roi sont totalement limités, le roi qui ne peut plus avoir prélevé d'impôts, avoir d'armée, décider d'une loi, il perd son droit de veto, le roi n'a quasiment plus aucun pouvoir après cette glorieuse révolution, et c'est la naissance
de la monarchie parlementaire anglaise, avec les Whigs d'un côté qui ont défendu ces pouvoirs du Parlement et les Tories, les conservateurs, qui avaient défendu pendant cette Glorious Revolution les pouvoirs du roi. Cette monarchie parlementaire anglaise va être un modèle pour les hommes des Lumières, Voltaire, Montesquieu. C'est la séparation des pouvoirs parfaite, avec le roi qui symbolise l'exécutif tout en n'ayant que très très peu de pouvoir, le Parlement qui fait le législatif et le judiciaire qui est isolé. C'est un modèle également de tolérance qui est promu en France. John Locke théorisera cela au XIXe siècle et le libéralisme anglais va inonder l'Europe de ses idées. Mais c'est également les Américains, avec la Révolution américaine, qui même si les Américains veulent s'émanciper de la tutelle de leurs colonisateurs britanniques, les colons américains vont bien sûr reprendre cet idéal démocratique et les institutions américaines qui ont une séparation des pouvoirs totalement différente, puisque là il s'agit d'un État fédéral, et donc c'est une démocratie déléguée des 13 colonies à l'institution fédérale qui est créée à Washington, avec d'un côté le pouvoir législatif qui est donné au Congrès et au Sénat, qui sont le Sénat l'émanation des États, puisque 2 sénateurs par État, aujourd'hui 100 sénateurs, plus le vice-président, pour faire 101, ce qui fait qu'il peut y avoir une majorité, et la Chambre des représentants, qui elle est élue à la proportionnelle divisée en 2 avec les élections de mi-mandat, donc tous les 2 ans. Eux, ils votent les lois et ils ont le pouvoir législatif. Ils forment ce qu'on appelle le Congrès. Ensuite, de l'autre côté, le président de la République a le pouvoir exécutif et finalement a très peu de pouvoir parce qu'en plus, les pouvoirs de l'État fédéral aux États-Unis sont limités à la monnaie, à l'armée et à la politique étrangère. Donc, ces 2 modèles, donc le modèle, juste la Constitution américaine de 1787. Donc au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, il y a 2 pays puissants à ce moment-là, hein, puisque l'Angleterre possède quasiment un quart du monde à ce moment-là, avec sa puissance coloniale. Le Royaume-Uni, un pays qui a, au début de la conquête de l'Ouest, qui va ensuite mener une industrialisation battante au XIXe siècle, sont des pays qui vont faire modèle dans le monde entier. Et bien sûr, le 3e papa de la démocratie, alors nous on croit qu'on est tout seul de la démocratie représentative, c'est bien sûr la France. Cocorico, 1789, les États généraux, le tiers-État qui se proclame Assemblée nationale, et bien là, c'est la démocratie représentative qui arrive en France de nouveau. Alors là, par contre, nous les Français, on va changer de modèle démocratique tous les 20 secondes, toutes les 2 ans, hein, puisqu'il y aura ensuite la convention qui mènera à la terreur, ensuite le directoire, ensuite le consulat et Napoléon. Alors, il y aura différentes formes de modèles démocratiques, mais dans tous ces modèles-là, il y aura une représentation du peuple. Qu'elle soit élue démocratiquement ou non, parce que les députés sous Napoléon n'étaient pas élus démocratiquement au Conseil des 500, néanmoins, dans tous les modèles, il y aura l'idée de la démocratie représentative, et elle aura fait son chemin après la Révolution. Et dans tous les régimes, il y aura un système de vote, qu'il soit ouvert totalement avec le suffrage universel direct, comme c'est le cas sous la Convention en 1792, ou alors qu'il soit totalement limité, comme c'est le cas sous la Restauration, avec un vote qui est censitaire de manière extrêmement limitée. Néanmoins, la démocratie sera représentative dans ces 2 acceptions, à savoir que le peuple ou une partie du peuple votera, et il y aura une assemblée qui prendra des décisions. Et donc du coup, la France du 19e siècle va acquérir ce modèle de démocratie représentative. Alors, ces démocraties représentatives vont être des démocraties parlementaires, dans lesquelles c'est un parlement, notamment en France ou en Angleterre, qui va décider des choses, et donc les citoyens vont déléguer leur pouvoir aux représentants. Mais surtout, ce sera des démocraties dans lesquelles la démocratie sera éprise de libéralisme. C'est-à-dire que l'idéologie qui va présider, ce sera que ces démocraties devront garantir les droits naturels de l'homme tels que les ont définis les Lumières, et parmi eux, donc la propriété, le libre enrichissement, mais également la liberté de penser, la liberté de disposer, d'avoir une famille, etc. Bref, ces libertés fondamentales de l'homme, bon, qui sont surtout des libertés économiques, en fait. Hein. C'est les bourgeois qui ont pris la place des nobles, hein, au XIXe siècle, si on peut résumer de la sorte. Et du coup, ces démocraties représentatives et ce libéralisme vont connaître un grand succès idéologique, mais l'idée de ces libéraux, c'est de garantir aux individus un libre choix. C'est pas de donner aux individus le choix et le pouvoir de participer dans la cité. Là, on veut, le citoyen ne doit pas perdre de temps
Et la démocratie représentative apparaît comme un modèle efficace de gestion du gouvernement, puisqu'il peut permettre de garantir un cadre dans lequel les droits naturels des individus sont garantis, cadre qui n'était pas garanti par les régimes absolutistes, et surtout la présence d'une noblesse archaïque qui a tous les pouvoirs et décide de tout. Cette théorie du libéralisme politique et de la démocratie parlementaire est théorisée par Benjamin Constant. Bon, Benjamin Constant, c'est qui? C'est un libéral français, une girouette, comme diraient les gens au XIXe siècle, de savoir qu'il avait soutenu, bien sûr, la Restauration avec la charte de Louis-Philippe. Quand Napoléon revient, Napoléon maintient la charte, du coup Constant devient un des obligés de Napoléon, et même doit devenir même ministre pendant les 100 jours, et ensuite Constant refait girouette, et devient un des leaders du Parti libéral sous la Restauration. Et pendant grand ami de Madame de Staël, autre grande libérale française, il va théoriser ce qu'il appelle la liberté des modernes. Il va opposer, bien sûr, la liberté des modernes et qui va opposer à la liberté des anciens. Alors, la liberté des anciens, pour lui, la démocratie telle que voyaient les anciens, c'est la démocratie athénienne telle qu'on l'a décrite, où, là-dedans, la liberté, l'essentiel, c'était la liberté, les droits politiques et les droits de décider de la vie de la cité. Lui, il estime que la liberté des modernes, ce n'est pas cela, c'est la liberté économique principalement. Et il définit d'ailleurs dans la liberté des modernes, ces quelques mots qu'on va lire ensemble, qui sont très intéressants. La liberté, c'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer, de disposer de sa propriété, d'en abuser même, d'aller et venir sans obtenir la permission. Donc là, on voit que la liberté, c'est le libéralisme économique, de mouvement idéologique, ce n'est pas le droit de vote. Et ce qui fait le centre des démocraties représentatives pour Constant, c'est cela. Et ce n'est pas la perte de temps qu'avaient les Athéniens de participer à la cité. Inversement, Constant, du coup, comprend que la politique devienne un métier et que certains hommes politiques aient le temps de se spécialiser, voire se technocratisent finalement, en se spécialisant dans des questions juridiques qui sont propres à la politique et à la décision politique, et que les autres individus ne perdent pas ce temps-là et délèguent leur confiance à un individu. Cependant, Constant se place tout de suite et ça c'est propre aux démocraties du XIXe siècle, dans une démocratie des parlementaires, des riches, des propriétaires. En effet, il pense, Constant, que la souveraineté du peuple n'est pas illimitée. Les indigents, par exemple, selon Constant, ne peuvent pas établir au suffrage puisqu'ils ne cotisent pas, ils ne paient pas d'impôts pour la société, ils ne participent pas à la richesse, ils n'ont pas non plus les facultés nécessaires et ne participent pas à la prospérité nationale. Et donc, comme ils reçoivent, ils ne peuvent pas donner par leur vote et leur élection. Et là, au XIXe siècle, on est en général dans une démocratie censitaire justifiée par l'idéal libéral qui préside à ces démocraties parlementaires de petits propriétaires. Alors, progressivement, au XIXe siècle, la situation va changer. Alors, qu'est-ce qui va changer déjà au niveau du suffrage? Globalement, si on fait un mouvement de l'histoire, que ce soit en Angleterre, en France ou aux États-Unis, il va y avoir un élargissement du suffrage. Les femmes viendront en dernier, mais progressivement le vote qui était censitaire va devenir universel, et l'âge va globalement baisser, et la notion d'étranger ou de pèlerin, le droit de nationalité va progressivement s'élargir. Les femmes acquièrent le droit de vote, elles, au XXe siècle. Donc le suffrage universel s'élargit. Ensuite, les pouvoirs du Parlement augmentent. C'est-à-dire que progressivement, les pouvoirs des parlements qui étaient limités, soit par le fait que les rois, ou alors les dirigeants politiques qui pouvaient être des bonapartistes par exemple en France, ou alors le roi en France, ou alors même en Angleterre, le pouvoir du roi au moment de la Chambre des Lords, qui est extrêmement conservative, vont diminuer, et que globalement ces parlements élus, et élus de manière de plus en plus large, vont avoir de plus en plus de pouvoir, donc il y a un élargissement de ce suffrage universel. Ensuite, dans ces démocraties-là, les libertés vont s'élargir de manière importante, notamment la liberté de presse, 1880 en France, au XVIIe siècle en Angleterre, au XIXe siècle également aux États-Unis, vont connaître un grand succès avec l'émergence des journaux, attirés à grand public, et donc il va y avoir une vraie démocratie d'opinion qui va se créer, qui va connaître un franc succès. Les démocraties, ensuite, au XXe siècle, vont gagner, tout simplement parce qu'elles vont gagner les guerres. Bon, déjà, elles vont gagner la Première Guerre mondiale contre le Reich allemand, qui était un début de démocratie, mais quand même contre le Reich allemand, et surtout la Seconde Guerre mondiale. C'est la victoire des démocraties, anglaises, américaines et un peu françaises, contre, bien sûr, le nazisme allemand
Et la victoire finale de la démocratie, c'est 1989, avec la chute du communisme et la victoire finalement du libéralisme international. Quid de cette démocratie si elle va gagner encore dans la suite du monde? Cette démocratie représentative, je répète, puisque la démocratie représentative aujourd'hui connaît des limites. En effet, la Chine, la Russie, ou même la Turquie ou l'Iran, qui sont de nouveaux modèles, bon, l'Iran, est-ce une démocratie? On en a déjà discuté en intro, c'est pas le sujet maintenant. Connaissent un nouveau succès avec ce retour des empires. On peut penser que cette démocratie représentative connaît des difficultés. Pour terminer, pourquoi la démocratie représentative, bien connue de ces parlementaires qui étaient les ventrus au 19e siècle, ou alors ceux qui fumaient leur pipe pendant trop longtemps en écoutant dire des bêtises à la Chambre des communes? Le succès de ces parlementaires est lié à l'insuccès de la démocratie directe. Mais voyons pourquoi ce succès au XIXe siècle. Alors tout d'abord, première contingence, l'apparition des États-nations. En effet, l'apparition des États-nations qui fait le modèle d'État n'est pas le modèle de la cité. Et les pays ont une taille considérable. Aussi, la démocratie locale et les systèmes de décentralisation marchent peu, globalement. Et c'est les États centraux qui, en général, sont dominés par un État qui est puissant et qui, pour se légitimer, entretient une armée, bref, un gouvernement central important, vont délaisser les possibilités d'expression au niveau local, qui sont en général les sources de démocratie directe. La consultation globale du citoyen va donc se réduire et devenir extrêmement rare dans les démocraties occidentales, sauf De Gaulle. De Gaulle qui va faire du référendum un mythe et qui va consulter les Français par référendum. Donc déjà pour élire le président de la République en 1962, c'est la première fois référendum. Parce que oui, alors le référendum, ça fait un peu dictateur dans les démocraties parlementaires. Et on estime, d'ailleurs c'est également le cas pour le Brexit, en Bretagne, ils n'ont pas du tout l'habitude, en Grande-Bretagne, qui est une démocratie parlementaire par essence, ils n'ont pas du tout l'habitude du référendum. Et quand il y a eu le référendum sur le Brexit en 2016, c'était un fonctionnement de la démocratie anglaise qui était considéré comme anormal. Il y a eu très peu de référendums dans l'histoire anglaise. L'autre seul référendum qu'il y a eu, c'était justement pour l'adhésion à l'Union européenne. Et la Chambre des communes, qui elle était globalement contre le Brexit, et qui était à l'antithèse finalement de la démocratie directe, qui avait dit l'inverse de la démocratie populaire, ça pose des questions au modèle démocratique anglais, quoi. Quel est le vrai modèle démocratique juste finalement? Et les Anglais, eux, choisissent le modèle parlementaire. Tout simplement parce que il est plus sage, peut-être, il est plus modéré, il est plus tempéré, il connaît mieux ses affaires, puisque les parlementaires sont des professionnels de la politique, tout en restant démocratique, puisqu'il peut changer. Mais également, le modèle parlementaire, c'est le modèle des experts et de ceux qui connaissent quelque chose. Ça, c'est un des grands arguments qui est développé en faveur de la démocratie représentative. Bon, la démocratie représentative, elle a aussi du succès, puisque les individus n'ont pas le temps et l'intérêt de voter. Alors, on va tout de suite maintenant montrer deux limites au modèle de la démocratie représentative, c'est qu'actuellement, ce modèle est très critiqué. Tout d'abord, il est critiqué par, bien sûr, les gilets jaunes, qui critiquent cette démocratie représentative dans laquelle ces élus sont tous des vendus, payés et engraissés par nos impôts, qui sont corrompus à souhait, et donc on va prendre le rond-point pour faire un référendum d'initiative citoyenne, pour savoir si les prix du tabac doivent augmenter, si les ronds-points on doit tourner à gauche, à droite, bref, une démocratie dans laquelle on décide de tout, et où c'est le peuple qui est au pouvoir, et non ces salauds d'élus. Entre nous soit dit, une phrase qui est souvent vraie, on a les élus qu'on mérite. C'était Chirac, il me semble, qui avait dit cette évidence. Mais revenons peut-être au modèle de démocratie parlementaire qui fait florès en Europe. C'est bien sûr la Suisse. Alors la Suisse, modèle qu'on a présenté au début, sauf que les Suisses, ils se tapent une quantité de lecture monumentale au début de chaque votation, et ils sont des citoyens informés et éclairés. Et d'ailleurs, des citoyens qui sont sages et qui savent où sont leurs devoirs. Et par exemple, les Suisses ont voté contre la 5e semaine de congés payés, ce qui serait impensable en France. Or, les Suisses ont voté contre l'interdiction des pesticides pour favoriser le développement de l'agriculture industrielle en Suisse. Nous, ça nous paraît aberrant, mais du coup, ça réclame aussi des décisions et une réflexion du peuple sur lui-même. Et après, et là où c'est peut-être difficile à avoir,
la démocratie directe, est-ce que la démocratie directe n'entraînerait pas la dictature de la majorité de manière violente? En effet, en Suisse, il y a des cantons comme le Tessin où il n'y a pas une burqa, où ils ont voté une loi contre la burqa. Et bien demain, en France, si vous faites une démocratie directe, est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont voter contre les droits de certaines minorités, d'avoir certaines pratiques, je ne sais pas moi, religieuses par exemple, l'interdiction du voile dans la rue, ou alors l'interdiction de l'immigration, hein, on voit que la majorité des Français sont pour l'interdiction de l'immigration sur leur protection, ou même la peine de mort, tout simplement. La peine de mort, une majorité des Français serait pour la peine de mort, elle serait possiblement rétablie. Alors, consulter sur tout et rien par référendum, n'est-ce pas une dictature de la majorité outrancière et abusive? Et voilà. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, les difficultés de la démocratie représentative, qui sont importantes, avec la mort des partis politiques, une caste d'élus qui semble déconnectée des réalités des individus parce qu'elle est devenue professionnelle de la politique. Et donc voilà, on en a terminé. Démocratie directe, démocratie représentative. Vous pouvez donc faire votre choix et votre dissertation surtout, et disserter à partir de ces exemples. Donc, comparer l'Antiquité à aujourd'hui, tout en comparant ce qui est comparable. On ne compare pas une cité à un État. En comparant également des époques avec des réalités économiques différentes, une république de propriétaires, une cité esclavagiste, ce n'est pas la même chose. Et également, on peut prendre l'exemple de la Suisse, qui est un épouvantail qui est agité au nez des démocraties représentatives. Néanmoins, un système qui a ses particularités que je vous ai décrites en partie dans cette vidéo. Et bien écoutez, je vous fais un bon devoir tutoriel, un devoir qui va être un devoir de philosophie politique essentiellement, mais aussi d'histoire et d'exemples historiques. A bientôt pour un nouveau tuto.